Ici Ben Moubamba. Nous sommes le mardi 20 mai 2025 et je viens une deuxième fois prendre la parole devant le peuple gabonais et devant l'opinion internationale au sujet de tous ceux dont on parle au Gabon et à l'étranger, dans toute la diaspora gabonaise et en Afrique. C'est-à-dire la cession technique des îles Cocotier, Konga et surtout Mbagné qui sont dans les eaux territoriales gabonaises et qui, de manière hallucinante, sont cédées, paraît-il, par un jugement de la Cour internationale de la Haye à notre voisin, la Guinée équatoriale. Je suis obligé de parler, pourquoi? Parce qu'au Gabon, les tam-tams se sont tus, selon la prophétie d'un célèbre cinéaste gabonais qui avait déjà vu la mort du Gabon venir de loin. C'était un cinéaste qui s'est suicidé d'une balle dans le cœur ou dans la tête en 2016. Vous le connaissez tous. Il n'est pas besoin pour moi aujourd'hui de citer des grands films comme Les Tam-Tams se sont tus ou La Cage, dans lesquels ce célèbre cinéaste incompris gabonais annonçait déjà la mort du Gabon parce que nous étions déjà mal partis depuis le 17 août 1960, date de l'indépendance hypothétique du Gabon. Aujourd'hui, une voix doit se lever dans le pays et pas seulement les activistes, pas seulement l'opinion, mais aussi des acteurs politiques qui ont déjà eu des responsabilités parce que les tam-tams se sont tués au Gabon. Je dois vous parler des raisons pour lesquelles le Gabon, dans 10 ans, risque de disparaître totalement s'il n'y a pas une prise de conscience patriotique, un sens de la nation qui se lève dans notre pays et également un engagement de la jeunesse, parce qu'un pays n'est rien sans sa jeunesse. Pendant qu'Oligui Nguema vous offrait des chaussures de marque à Port-Gentil, alors que vous êtes plongés, vous les jeunes Gabonais, dans la drogue, dans la mort de l'école, la mort de l'hôpital, la mort de l'instruction, la faillite de l'intelligence, le règne de l'ignorance, Oligui Nguema, le supposé président du Gabon, venait vous offrir des chaussures de marque, comme si on mangeait des chaussures de marque et comme si des chaussures de marque Jordan pouvaient enseigner une jeunesse. Je suis obligé de parler parce que les tam-tams se sont tus, parce qu'au moment où je vous parle, tout ce qui intéresse les hommes politiques gabonais, je ne vais pas les citer, j'ai vu des communiqués ahurissants ce matin alors que le pays se meurt. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se disputer pour la nouvelle loi sur la mort des partis politiques, parce que Oligui Nguema a corrompu tout le monde au Gabon. Personne n'ose parler. Vous n'entendrez pas Jean-Ping prendre la parole sur le dossier de Mbagné. Vous n'entendrez pas Maganga Moussavo, vous n'entendrez pas Nzouban Damba, vous n'entendrez pas l'archevêque de Libreville, vous n'entendrez pas Pierre Claver Akédengue, vous n'entendrez pas les sages, entre guillemets, de la nation qui ont prêché la transition gabonaise. Vous n'entendrez personne parce que le pays se meurt et les gens ont peur, ils sont envahis par la peur, par la lâcheté, devant un petit pays comme la Guinée équatoriale. Je suis obligé encore une fois de parler aujourd'hui pour énoncer quelques évidences qui font que les îles Mbagné, Cocotier et Konga ne peuvent être cédées à la Guinée équatoriale et le peuple gabonais doit le rejeter. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls, non seulement entourés d'ennemis qui veulent dépecer le Gabon, parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de leader crédible à la tête du Gabon, et nous sommes aussi dépecés de l'intérieur par un cancer, par un HIV, par un sida intérieur, c'est-à-dire un ennemi intérieur qui nous ronge comme une maladie, et vous les connaissez tous, ils empêchent les Gabonaises et les Gabonais de gérer leur pays pendant qu'ils prennent toutes les places. À l'intérieur du Gabon, ils prennent toutes les places. L'économie
Ils sont même dans la politique. Vous avez vu Lee White, agent secret de la Grande-Bretagne au sein du gouvernement. Et vous avez Ndiaye, ministre des Affaires étrangères, au sein du gouvernement. Et vous avez d'autres équato-gabonais au sein du gouvernement. Et vous n'avez aucun Gabonais de souche qui ait vraiment une position influente à l'intérieur de l'État gabonais pour empêcher son effondrement. C'est pourquoi je viens aujourd'hui, le 20 mai 2025, parler au peuple gabonais parce que j'ai suivi le communiqué de la très camerouno-gabonaise Laurence Ndong hier, en tant que porte-parole ou je ne sais pas qui du gouvernement, venir mentir aux Gabonais, essayer de manipuler l'opinion pour cacher la haute trahison dont s'est rendu coupable Oligui Nguema en faveur de la Guinée équatoriale, le pays de son père, comme le pays de sa mère, le Congo-Brazzaville, pourrait aussi revendiquer des territoires entiers à l'est du Gabon. Nous sommes seuls. Nous sommes seuls. Et ceux qui peuvent sauver le Gabon, c'est la jeunesse. Parce qu'il s'agit là de l'avenir des générations futures qui est en jeu. Nous sommes seuls et nous devons prendre nos responsabilités. Et je voudrais m'adresser au cœur de la nation, de là où je suis, pour vous expliquer pourquoi nous sommes seuls et pourquoi nous devons nous défendre, sinon il n'y aura plus de Gabon dans moins de 10 ans. C'est une question de nationalisme et de patriotisme qui a été détruit intelligemment pendant des années jusqu'à l'arrivée d'Oligui Nguema qui a signé la vente du Gabon. La vente du Gabon. Quel que soit ce qu'on vient vous raconter tout de suite avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous dis déjà que le communiqué de Laurence Ndong est un tissu de mensonges. Déjà, la Guinée équatoriale a communiqué en disant qu'ils ne céderont jamais le village de Théodoro Obiang-Nguema, le vieux président du Gabon, c'est-à-dire Mongomo. Ils ne vont jamais céder ça. Ils ne vont jamais céder Ebébiyine. Donc tout ce qu'on veut faire en disant oui, le Gabon a eu d'autres endroits, vous voyez vraiment, la Guinée équatoriale cédait Ebébiyine, cédait Mongomo. Mais c'est de là. Mais je ne sais pas comment Laurence Ndong, la très incompétente camerouno-gabonaise qui coque ou qui poule au sein du gouvernement gabonais, a pu sortir des âneries pareilles pendant qu'Oligui Nguema est allé se cacher au Vatican et puis on ne sait pas où avant de rentrer aujourd'hui. Parce qu'il savait bien ce qu'il avait fait. Il est allé se cacher. Et maintenant il va rentrer en espérant que ses complices vont arriver encore une fois à manipuler l'émotivité des Gabonaises et des Gabonais, parce que les gens savent que les Gabonais sont émotifs. Il suffit de créer un autre délire là dans la semaine pour faire oublier soi-disant le choc et le scandale de Mbagné. Oui, Jean-Michel, bonjour. Et merci à celles et ceux qui se connectent en ce moment pour que nous parlions encore une fois de Mbagné. Hier, j'ai protesté parmi les premiers acteurs politiques. D'ailleurs, aucun acteur politique ne s'est exprimé. Ceux qui se sont exprimés, ce sont les acteurs du pays, les fils et les filles de ce pays, qui aiment ce pays. Ils se sont exprimés dans des interventions sur les réseaux sociaux, mais pendant ce temps, les acteurs politiques, soi-disant de premier plan, les sorciers politiques, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils se disputent qui va avoir droit à siéger à la fameuse commission de destruction de la démocratie au Gabon, de destruction des partis politiques au Gabon. Nous sommes seuls. Les tam-tams se sont tus. Philippe Maury, je cite son nom, célèbre cinéaste gabonais. Je vous invite à regarder sur YouTube son film « Les tam-tams se sont tus ». Ce sont des films prophétiques. Les grands esprits de ce pays ont été combattus. Ils sont morts dans l'indifférence. On ne les a pas écoutés. Je suis toujours dans mon introduction. Je ne suis pas encore entré dans le vif du sujet. Les grands esprits de ce pays ont été combattus, ils ont été tués. Le dernier, bien sûr, qui défendait le dossier de Mbagné, valablement, le juriste Chivunda a été assassiné, tué chez lui par des éléments qu'Oligui Nguema connaît très bien, à la demande de la Guinée équatoriale. Nous sommes seuls
comme l'a dit Philippe Maury dans Les Tam-Tams se sont tus. La jeunesse gabonaise doit maintenant comprendre que si elle ne veut pas finir dans la cocaïne, dans la drogue, dans la Colombia, dans les Jordanes qu'on ne mange pas, dans la famine, si elle ne veut pas être victime d'un massacre à venir, parce qu'on veut ce Gabon-là, on veut ses richesses à tout prix et on veut la mort de tous les Bantous de ce pays, vous devez comprendre qu'il est temps de se battre. Il est temps de se défendre. Il est temps d'exiger le départ sans condition d'Oligui Nguema de la tête de notre pays, le Gabon, parce que c'est un traître. Il est coupable dès à présent d'un crime de haute trahison, quel que soit ce que la traite camerouno-gabonaise Laurence Don vient dire à la télévision. La Guinée équatoriale ne cédera jamais le village de son président Mongomo ou Ebébéine, que moi je connais, puisque j'ai été 2 fois déjà en Guinée équatoriale dans les années précédentes à la rencontre des autorités de la Guinée équatoriale. Je vous en parlerai peut-être à la fin si j'ai le temps, mais je tiens à dire très clairement que le peuple gabonais doit refuser la décision de la haie. Elle doit rejeter cette décision parce qu'elle est nulle juridiquement et de nul effet. Je vais d'abord commencer par vous expliquer pourquoi cette décision est nulle et de nul effet. Ensuite, je vous parlerai de ce qu'on appelle l'intangibilité des frontières, héritée de la coloniale, pourquoi on ne peut pas toucher à ce dogme. Et si on touche à ce dogme de l'organisation de l'Union africaine, donc de l'Union africaine, si on touche à ce dogme, on sort de l'Union africaine ou comme on devait sortir de l'OUA, comme l'a fait le Maroc au Sahara occidental. Je vais vous expliquer, c'est très simple. Ensuite, je vous parlerai de la trahison des élites gabonaises et nous finirons par des petits imprévus que je n'aurais pas abordés. Donc, mes chers compatriotes, cette décision du tribunal de la haie est totalement injuste et non fondée. Elle n'est pas fondée parce que c'est vrai qu'elle crée du désordre au Gabon. Comment la Cour de la haie peut expliquer que les îles qui sont désormais, d'après elle, confiées à la Guinée équatoriale, restent dans le domaine maritime du Gabon. C'est-à-dire une sorte d'État dans l'État qui, dans une situation de guerre, eh bien, conduirait le Gabon à être envahi facilement à partir des îles Bagné, Cocotier et Konga. Vous avez des îles donc à l'intérieur des eaux territoriales gabonaises, vous les donnez à un autre pays au prétexte que selon une convention de 1900 entre la France et l'Espagne, ces îles étaient reliées à l'île de Corisco. Voilà l'argument de la Cour de la haie. Au prétexte, je répète, que une convention entre l'Espagne et la France a établi que les 3 îles gabonaises étaient reliées techniquement à l'île espagnole de Corisco. De ce fait précis, on peut en déduire que Bagné, Cocotier et Konga sont des îles espagnoles dans les eaux maritimes du Gabon. Si les juges ne sont pas corrompus, comment peuvent-ils justifier de telles arguties juridiques qui ne tiennent pas la route? Évidemment, ils étaient face à des idiots utiles. Je ne veux pas les insulter, les Marie-Madeleine Bouranto et tous les autres Rosatanga Rigno qui étaient là, qui ne sont pas des vrais juristes. On ne sait même pas où ils ont fait leurs droits. On ne sait pas ce qui leur a donné la compétence nécessaire pour venir défendre un dossier aussi complexe que maîtrisait parfaitement le professeur Chivunda, qui avait les documents qui ont été volés chez lui début janvier 2023, quand il a été assassiné chez lui à la demande de la Guinée équatoriale par des Gabonais qui savaient bien ce qu'ils faisaient. Où sont passés les documents?
notamment la convention de Bata. La décision de la haie doit être rejetée par l'ensemble du peuple gabonais parce qu'elle crée un problème nouveau qui ne peut pas être résolu en la circonstance. Donc vous dites qu'il n'y a que la convention entre la France et l'Espagne de 1900 qui marche. Mais en 1900, tous les territoires, une grande partie des territoires espagnols à l'ouest du Wellington appartenaient au Gabon. Donc, qu'est-ce que vous faites de ces territoires? Vous pensez vraiment que la Guinée équatoriale va rendre ces territoires contre les 3 îles de Konga? La haie crée les conditions d'une guerre en Afrique centrale, d'une nouvelle guerre en Afrique centrale pour laquelle le Gabon n'est pas prêt. Parce que le Gabon a été détruit pendant des décennies et surtout ces dernières années, il n'a plus la structure interne, étatique suffisamment forte pour se défendre contre des agresseurs puisque sa défense est pour l'instant assurée par le parapluie militaire français qui est en train de se déliter. Il n'y a de corps militaire entre guillemets au Gabon que la garde républicaine qui est une garde présidentielle, un corps de protection du pouvoir. Il n'y a pas d'armée, au sens d'armée nationale, c'est-à-dire une armée qui défend la nation, qui défend les frontières, qui est capable de se projeter, y compris pour la guerre, au-delà des frontières, parce que c'est à ça que sert une armée. Une armée ne sert pas à faire des coups d'État, une armée ne sert pas à créer des ministres comme Ulrich Manfoubi, une armée ne crée pas des maires, des délégués spéciaux à Libreville qui quittent leurs fonctions politiques ou de maire entre guillemets en laissant des scandales financiers. Ce n'est pas ça le rôle d'une armée. Une armée n'est pas composée de gens qui ont des gros ventres. Une armée n'est pas composée de ventreux qui ne peuvent même pas courir 1 kilomètre sans s'arrêter et on dit que c'est une armée. Une armée n'est pas là pour tuer les citoyens, n'est pas là pour massacrer les gens dans les QG. Une armée n'est pas là pour arrêter les gens sans raison ou pour les torturer dans des QG de police secrète ou militaire comme le B2 où on a vu un marin gabonais être torturé à mort sous un motif fallacieux. On a dit au Gabon à l'époque, tout est à refaire. Rien n'a été fait en 19 mois de transition, à part la haute trahison à laquelle nous assistons en Mondiovision. Donc, oui, en effet, Kosi Constant Inangaoré a raison de dire que la Guinée équatoriale est le Rwanda du Gabon. De par sa petitesse, le Rwanda, avec des alliances militaires internationales, a attaqué le puissant voisin du Congo démocratique. De même, on le voit dans les réactions actuelles des autorités équato-guinéennes, la Guinée n'hésitera pas à attaquer le Gabon, notamment en se servant d'une alliance secrète avec la Russie, en utilisant des drones, en utilisant des armes de destruction massive. Elle s'est équipée pour cela et c'est le vice-président de la Guinée équatoriale, le très cocaïnomane vice-président de la Guinée équatoriale, qui est souvent à Moscou pour négocier cela. Si vous ne le savez pas, le golfe de Guinée deviendrait peut-être dans les prochaines années le lieu d'une guerre universelle sans précédent, incluant des puissances mondiales. Et le Gabon ne doit pas jouer avec ça et ne doit pas être dirigé par des incompétents qui ne comprennent rien à la chose militaire, à la chose politique, à la chose géopolitique, à la politique, à l'économie. Donc, je préviens donc les Yannick Meillet-Ango qui viennent pour insulter que s'ils ne sont pas d'accord avec moi, ils n'ont qu'à aller sur les pages d'Oligui Nguema qui les recevra très bien. Donc, ce n'est pas un Oligui Nguema qui a été mêlé en décembre 2019 dans la mort d'Emar Mbina, qui a été décapité par la GR. Vous venez nous parler de la GR. La GR est une unité militaire d'assassins, jusqu'ici. Il y a une réforme de l'armée nationale à faire au Gabon et qui
devra se faire si nous voulons être forts et puissants. Donc ne venez pas nous parler de la GR. C'est une secte militaire, ce n'est pas une armée. De ce fait précis, je m'en viens maintenant à parler Je prends les thèmes dans le désordre, c'est mieux pour moi. J'ai dit que les tam-tams se sont tus, les voix se sont tues parce que tout le monde a été corrompu au Gabon. Le personnel politique, le personnel religieux, le personnel militaire, le personnel de la société civile, le personnel traditionnel, les femmes, les jeunes, la corruption a tué l'âme gabonaise et elle ne peut plus se défendre. Donc le plan qui a été mis en place de dépecer le Gabon a été déclenché. On attendait ça depuis des années. Avec l'arrivée d'Oligui Nguema, tout devient possible. Sous forme de haute trahison, on va dépecer le Gabon, sauf si les patriotes et les nationalistes du Gabon se réveillent. Donc, j'en viens maintenant dans le désordre. Je veux d'abord aborder la question de l'intangibilité des frontières. Ce que les juges corrompus de la haie, ils ont été corrompus par la Guinée équatoriale, on le sait, on en a même des preuves. C'est facile, hein? Vous allez dans les paradis fiscaux, vous les trouverez tous avec des comptes. Ces juges-là qui ont été bien bourrés par la Guinée équatoriale, les paradis fiscaux. On le découvrira un jour. C'est comme ça que ça se passe. Mais je vous prends l'exemple de la procureure du tribunal pénal international, Madame Ben Saouda. En 2016, elle est venue au Gabon. On a bourré son compte dans les paradis fiscaux d'argent, Ali et tous les autres. Ils l'ont acheté, ils l'ont corrompu. Elle a fermé le dossier du QG de Jean-Ping. Et puis personne n'en a reparlé. C'est exactement ce qui s'est passé à La Haye avec les fameux juges qui ont tous été bourrés d'argent dans leur compte des paradis fiscaux afin de rendre une décision très dangereuse qui risque de provoquer une guerre au Gabon. Parce que maintenant, nous n'avons le choix qu'entre la soumission ou la résistance. Donc, je veux en venir à la règle de l'intangibilité des frontières. Vous savez pourquoi l'organisation de l'Union africaine a mis en place la règle juridique de l'intangibilité des frontières héritée de la coloniale? C'était pour éviter les guerres entre les pays parce qu'au fond, en 1885, quand les Européens, les Blancs, se sont partagés l'Afrique comme un gâteau, ils ont créé les conditions du diviser pour mieux régner. Et donc, de ce fait précis, l'intégration sous-régionale doit venir peu à peu, mais il faut d'abord changer la manière dont les gens gouvernent les pays. On ne peut pas aller vers l'intégration de l'Afrique et s'il n'y a pas de règles juridiques claires, s'il n'y a pas de la bonne gouvernance, s'il n'y a pas des critères de convergence comme les droits de l'homme, comme la démocratie, comme la circulation des personnes, mais rien de cela n'est fait. Et c'est pour cela qu'on n'avance pas, mais au contraire, on crée dans le diviser pour mieux régner entre les pays, on crée encore des problèmes de frontières. C'est pour cela que, dans leur sagesse, les fondateurs de l'organisation de l'unité africaine, qui est devenue maintenant l'Union africaine, on se demande bien pourquoi, ils ont dit, on ne touche pas aux frontières héritées de la période coloniale. Parce que si on touche à cette règle comme vient de le faire les juges corrompus de La Haye, qu'est-ce qui va se passer? Le Gabon va revendiquer tout le territoire de Pointe-Noire qui appartenait au Gabon avant. On va dire, ça c'était à nous, comme l'ont fait les Équato-Guinéens, rendez-nous Pointe-Noire et tout le pétrole de Pointe-Noire. Le Congo-Brazzaville va dire, ah mais le Haut-Ogooué c'était chez nous, sous la période coloniale avant les réformes administratives. Rendez-nous le Haut-Ogooué. Le Congo-Brazzaville va aussi dire, mais toute une partie de mes Cambos au Gabon, dans le Goué-Vido, c'est à nous. Et ça va créer, là où on devra aller vers l'unité africaine, vers l'intégration sous-régionale avec des règles de protection, avec la démocratie, la militarisation excessive, le désordre et le règne des incompétents à la tête de nos pays, entraîne quoi? Ça entraîne encore plus de désordre parce que la communauté internationale dominée par les Européens, les Occidentaux aiment le désordre. Ils vont créer les conditions du désordre en se servant d'incompétents comme Oligui Nguema et
en se servant également de vieux dictateurs qui ne veulent pas mourir et qui veulent laisser derrière eux le désordre, ou parce que des pays comme la Guinée équatoriale, on le sait, c'est prouvé, c'est écrit partout dans les rapports, ils ont de moins en moins de pétrole, et ils sont obligés d'aller voler le Gabon, puisqu'ils savent que le Gabon n'a personne, n'a que des incompétents, des gens qui ne sont pas capables de maîtriser les instruments de la gouvernance, les gens qui ne sont pas capables de faire des vraies réformes, des leaders qui ne pensent qu'à leurs petits intérêts, leurs appétits sexuels, leur éthique du plaisir, c'est tout ce qui les intéresse, mais ils n'ont pas la vision de se projeter dans ce que sera leur pays dans 50 ans, dans 100 ans ou dans 200 ans. Pour eux, c'est un comportement animal, jouir le pain, les plaisirs, à l'instant T, tout le reste, ça ne nous regarde pas. Et c'est ainsi que vous voyez des leaders politiques à 80 ans, 85 ans, 90 ans au Gabon, toujours aller se battre pour avoir des lois sur les partis politiques, mon parti, ceci, des généraux qui ne transmettent pas les connaissances, des vieux qui ne sont plus sages et qui empêchent ce pays finalement d'avoir un avenir. Donc, on t'a dit que les dictateurs aiment mourir. Je crois que c'est une petite blague de Vérance, je crois, sur cette page Facebook. Personne n'aime mourir. Mais la mort n'est pas en réalité un problème pour des pays dotés d'une sagesse ancestrale. Nous avons perdu nos repères, et notamment les repères de l'intangibilité des frontières. Je ne veux pas perdre mon idée. L'intangibilité des frontières, c'était quoi? Voyez par exemple un pays comme le Maroc, qui n'a pas voulu respecter l'intangibilité des frontières avec le Sahara occidental. Il y a donc une rébellion qu'on appelle le Front Polisario, et comme l'organisation de l'Union africaine demandait au Maroc de respecter l'intangibilité des frontières, le Maroc a utilisé la force militaire pour envahir le Sahara, en tout cas une grande partie du Sahara occidental, et c'est ainsi que le Maroc s'est mis en dehors de l'Union africaine. Donc, de ce fait précis, si les juges corrompus de la Haye connaissaient bien et respectaient les décisions de l'Afrique et pas les décisions des Blancs, on aurait dit la Guinée équatoriale ne peut pas modifier les frontières du Gabon en vertu de l'intangibilité des frontières héritées de l'époque coloniale. Ça a été décidé comme ça par les fondateurs de l'Organisation de l'Union africaine. Et si vous êtes dans l'Organisation de l'Union africaine et l'Union africaine, vous ne pouvez pas modifier les frontières de notre pays sans conséquence. Le Gabon ne peut pas revendiquer Pointe-Noire. Le Congo-Brazzaville ne peut pas revendiquer le Haut-Ogooué. La Guinée équatoriale ne peut pas revendiquer Mbagné, Cocotier, Konga en vertu de la règle de l'intangibilité des frontières. L'intangibilité des frontières, c'est ce qui doit sous-tendre les relations entre le Gabon et ses voisins. À partir de là, nous pouvons négocier réellement pour savoir comment faire une intégration sous-régionale entre les pays, comment créer des critères de convergence, comment circuler entre nous, comment partager des biens, comment se financer les uns les autres, non pas l'humiliation qu'on a vue dans le Wellington, où on a vu un pays donner du courant, on ne sait pas à quelles conditions, à un autre pays, comme si ce pays, c'était n'importe quoi, le Gabon. Parce que si on ne respecte pas l'intangibilité des frontières, le Cameroun peut aussi se lever un matin et dire « Mais au fait, le Wellington, c'était chez nous, sous la colonisation allemande. Rendez-nous le Wellington. » Et le Gabon peut se lever aussi un matin en disant « La Guinée équatoriale, c'est la 10e province du Gabon. Nous allons faire comme les Russes. Nous allons envahir la Guinée équatoriale parce que c'est notre 10e province. Parce que toutes les ethnies qui sont dans ce pays, que les Espagnols avaient occupé de manière inacceptable, eh bien, la Guinée équatoriale fait partie du Haut-Congo. Et le Haut-Congo, c'est le Gabon. Donc, nous pouvons aussi envahir la Guinée équatoriale. Il faut, je suis d'accord avec Karl Massala,
Les dirigeants gabonais sont des traîtres, sont des lâches, des peureux. Ils ne sont pas capables d'opposer un rapport de force à la petite Guinée équatoriale qui n'a plus de pétrole et qui veut se servir sur le Gabon au lieu de négocier une coopération bilatérale où on s'aide les uns les autres comme avant, quand Albert Bongo finançait la Guinée équatoriale, payait les fonctionnaires de la Guinée équatoriale, payait même le président Obiang Nguema quand il n'avait pas de pétrole. Ce n'est pas parce qu'on a des difficultés économiques qu'il faut venir faire pression et faire bouger les frontières d'un pays. Ce que les juges corrompus de la haie ont fait, c'est de modifier des frontières héritées de l'époque coloniale, le Gabon étant devenu indépendant en 1960, la Guinée équatoriale est devenue indépendante en 1968. Donc on ne comprend pas qu'un pays qui est devenu indépendant en 1968 décide de venir revendiquer le territoire d'un pays qui est devenu indépendant 8 ans plus tôt. Il n'y a aucune logique dans tout ce qui se passe. Et ça, c'est la conséquence du fait qu'à la tête des pays, ce sont des dictateurs, ce sont des familles, ce sont des clans qui pensent d'abord à protéger leurs intérêts au lieu de faire évoluer leur pays vers plus de connaissances, plus de développement et plus de gestion moderne des États, c'est-à-dire l'alternance, la circulation des populations, des infrastructures. Au lieu de cela, on provoque les conditions d'une guerre en violant la décision de l'OUA sur l'intangibilité des frontières. Et je tenais à le préciser, les Gabonaises et les Gabonais doivent impérativement rejeter la décision des juges corrompus de la haie parce que cette décision viole le droit africain, le droit qui a été édicté par l'OUA, c'est-à-dire on ne touche pas aux frontières héritées de la coloniale et celui qui le fait sort de l'OUA. Donc, je vais maintenant parler des rapports de force qui régissent les relations entre les pays qui ne sont pas d'accord sur des partages territoriaux. Et comme Oligui Nguema est un peureux, un lâche, un militaire de pacotille, une majorette danseuse en tenue et en treillis, je vais vous démontrer maintenant qu'il n'est pas capable de défendre le Gabon et il a violé son propre serment constitutionnel qui est de protéger le Gabon. Voyez par exemple les règles de rapport de force, comment elles s'établissent dans le monde entier. Regardez la question, en 1982, nous étions des enfants, moi je regardais comme vous la RTG et j'ai vu les Anglais de Margaret Thatcher, l'armée britannique débarquer à des milliers de kilomètres et aller faire la guerre à l'Argentine. Pourquoi ? Parce que l'armée argentine avait osé envahir les îles Malouines, que les Anglais appellent Falklands. Margaret Thatcher a dit, quoi? Vous les Argentins, vous vous prenez pour qui? Vous venez envahir les îles Malouines parce que nous sommes loin, mais ces îles sont anglaises, on va vous montrer que ça ne se passe pas comme ça. Et ils ont fait ce que Oligui Nguema est incapable de faire, parce que c'est un traître. Il mérite la cour martiale. Les Anglais ont envoyé leur armée débarquer dans les îles Malouines et ils se sont battus contre les Argentins. Les Français ont livré des missiles aux Argentins pour attaquer les Anglais. Mais les Anglais ont battu les Argentins et ils ont récupéré leurs îles. Il n'y a pas eu d'affaire de la haie, de l'ONU, parce que la géopolitique internationale, c'est d'abord une question de rapport de force. Il faut avoir le rapport de force favorable. Et si vous pensez que ce sont des anciens colons et leurs tribunaux de pacotille qui vont vous aider alors qu'ils vous prennent pour des animaux, mais
Mes chers Gabonaises et Gabonais, mais vous êtes foutus. Si vous pensez que ça va se régler comme ça, pas du tout. Ça se règle par des rapports de force, soit diplomatiques, donc politiques, soit des rapports de force militaires. Et c'est ce que les Anglais ont fait aux îles Malouines. La Crimée a été turque. Les Européens ont envahi la Crimée. La Russie n'a pas été d'accord. Ils ont fait la guerre contre les Européens pour la presqu'île de Crimée, que je connais bien, où j'ai été en mer Noire et tout ça. La Crimée a été turque, elle a été russe. Et après, elle est devenue ukrainienne au milieu du XXe siècle. Mais les Russes n'ont jamais oublié que la Crimée a été russe pendant 3 siècles. Donc, Poutine a récupéré la Crimée sans aller se plaindre à la haie, parce que à la haie, c'est seulement pour les indigènes, les idiots utiles. Ceux qui croient que la procureure Ben Saouda, qui a pris l'argent d'Ali Bongo pour qu'il n'y ait pas de poursuite sur les morts du QG de Jean-Ping, c'est ceux-là qui croient que le droit international existe encore. Poutine a dit la Crimée est à nous, historiquement. On a payé le prix du sang pour ça, c'est à nous. Il s'est battu, il a envahi, il a fait un référendum, il est chez lui. Et c'est ce que la Guinée équatoriale s'apprête à faire en envahissant les îles gabonaises, soi-disant devenues guinéennes. Il enverra son armée avec l'aide de la Russie. Il enverra son armée si le Gabon est faible. Et là, le problème, c'est que le Gabon est faible. Il n'y a plus d'hommes. Il n'y a plus de gens qui ont de la puissance. Les derniers géants du Gabon sont morts. Il ne reste plus que les jouisseurs. Le pain et les plaisirs. Les petits arrangements. Les petites nominations. Les petits postes. C'est tout ce qui intéresse les gens. Il faut une renaissance du Gabon à travers les nouvelles générations. C'est pour ça que je lance un appel à la jeunesse pour arrêter les drogues, arrêter la Colombia, arrêter les bêtises. Préparez-vous à mourir pour votre pays. Que ferez-vous le jour où les Équato-Guinéens, aidés par les Russes, envahiront les îles de Cocotier de Conga et de Bagné si Oligui ne veut pas respecter sa parole à cause de la pression? Que ferez-vous lorsque des troupes ou des mercenaires payés par la Guinée équatoriale envahiront la Pointe-Denis? Que ferez-vous lorsque les troupes de mercenaires payés par la Guinée équatoriale entreront à Medoune ou à Kokobiche? Vous ne comprenez pas comment marchent les relations internationales. Vous ne comprenez pas. Vous avez vécu dans une paix illusoire, dérisoire. C'est du mensonge. Vous n'avez jamais gagné une guerre. Vous ne savez pas ce que c'est que vous battre et payer le prix du sang. Moi, je connais un peu, puisque à la fin de mes études de journalisme, j'étais à Sarajevo. Vous pouvez chercher Ben Moubamba, Sarajevo, il y a encore des traces dans l'armée croate. Et les gens, oui, je remercie Grace Geno qui parle de Keliondo, et les jeunes héros du Gabon, les gens dignes, ces symboles de la jeunesse qui veut se battre pour ce pays, et justement, soit elle est enfermée en prison, comme Keliondo, on refuse de le libérer, soit on leur fournit la drogue tous les jours pour les affaiblir. Donc, sachez que ce que dit Pichouhen, nous sommes devant quelque chose de très dangereux parce que Obiangema Mbanzogo n'était pas par hasard le 9 mai à Moscou. Il est en train de signer des accords militaires parce que l'Afrique centrale et le golfe de Guinée, c'est la prochaine zone émergente. Je l'ai dit et redit, c'est là qu'il y a le plus de richesses, à part la Russie qui a tout et les États-Unis qui ont tout. Il reste le golfe de Guinée. Le golfe de Guinée, la République démocratique du Congo, les 3 Congos, historiquement sont la République démocratique du Congo, le Congo-Brazzaville et le Gabon. Et on peut y rajouter l'Angola. Voilà où se trouvent les plus grandes richesses du monde si on enlève la Russie qui a tout et si on enlève les États-Unis et l'Amérique, le Canada qui ont à peu près tout. L'Afrique centrale pourrait être la zone de guerre absolument effrayante.
si le Gabon n'est pas dirigé par des gens lucides qui comprennent comment les choses se passent. Albert Bongo était un dictateur, mais il savait ce que c'était la politique, la géopolitique, l'influence du Gabon dans le monde, qui est un petit pays, mais qui est un grand pays au plan mystique. Nous devons revenir vers la grandeur du Gabon en nous débarrassant des gens qui sont incapables de comprendre comment fonctionnent les instruments de la gouvernance. Parce que quand on voit Oligui Nguema, on voit bien qu'il ne comprend rien. Il arrive devant le pape, il tapote la main du pape, il arrive au Vatican, il tapote la main de Macron, on le voit dans les interviews qu'il ne connaît rien à la chose politique, à la chose militaire, à la géopolitique, à la culture, à la philosophie, aux traditions. On l'a vu dans sa prestation de serment théâtralisée avec un ganga gabonais, un mage gabonais, un magicien, un sorcier gabonais. On a bien vu qu'il ne comprenait rien à rien. Maintenant, la chose qu'il faut se demander, c'est comment nos frères et sœurs Bateke et nos frères et sœurs du Wellington ont fait pour placer à 95% un homme à la tête du Gabon, alors que bien qu'ayant fréquenté le géant, même despote, mais géant de la politique, parce qu'on a vu comment Albert Bongo maîtrisait les évidences, malgré sa dictature, comment a-t-on fait pour placer un homme qui ne connaît rien à la tête du Gabon? Et ça doit vraiment nous poser question. Je l'ai dit, l'intangibilité des frontières a été violée par la haie, parce qu'ils ont marché sur les lois africaines de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine. Normalement, la Guinée équatoriale devrait être exclue de l'Union africaine pour avoir fait ça. Donc, nous sommes attaqués de l'extérieur maintenant par des hommes et des femmes qui veulent nos richesses et notre pays, et nous sommes attaqués de l'intérieur par des étrangers que nous ne refusons pas, mais qui se prennent pour des plus Gabonais que les Gabonais. Et cela doit absolument changer. Ça ne peut changer que si la jeunesse décide de se sacrifier pour la liberté du Gabon. Sans révolution, sans sacrifice de soi, on n'y arrivera pas. D'autant plus que nous n'avons pas d'armée. En tout cas, pas encore. La seule armée, entre guillemets, que nous avons, ce n'est pas une armée, c'est une secte militaire. On appelle ça la garde reptilienne ou la garde républicaine ou la garde présidentielle, puisqu'ils n'ont pas l'intention de se battre pour la nation ni de protéger les frontières. Tout ce qu'ils savent, c'est tuer et assassiner sur ordre. Ils l'ont fait pour Chivunda, ils l'ont fait pour le député Kumba qui a été trouvé pendu à quelques centimètres du sol dans sa maison. Ils l'ont fait pour Emma Mbina, ils le feront pour d'autres. Donc, à part l'intangibilité des frontières, j'ai dit tout à l'heure que tout ne peut se régler que par des rapports de force diplomatiques et militaires. Or, le Gabon n'a plus de force diplomatique parce qu'avant, toutes les décisions africaines, ça se prenait à Libreville. Mais Ali Bongo est venu, il a tout détruit, mais il gardait encore un peu quelque chose. Ensuite, Oligui est arrivé, c'était la fin de tout. Oligui est allé négocier avec ses parents paternels de la Guinée équatoriale la vente en solde du Gabon. Il négociera plus tard aussi la vente du pétrole du Gabon à perte dans la Nyanga. Il négociera la vente du fer de Belinga à perte. Il négociera la vente de tout à perte, la SEG tout à perte, pourvu qu'on l'appelle Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef de tout, commandant en chef de l'armée, une armée qui n'existe pas, une armée qui n'a jamais gagné une guerre, une armée qui ne s'est jamais battue, et la seule fois qu'elle a été en terrain d'opération en Centrafrique, elle a été expulsée de là, dans la honte, parce qu'ils étaient surtout coupables de viol et d'alcoolisme à Bangui. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire avec une telle armée si elle n'est pas réformée dans les plus brefs délais? Oligui Nguema est incapable d'établir le rapport de force diplomatique et militaire. Il ne peut pas diriger le Gabon. Je répète, Oligui Nguema, malgré ses comédies, il est incapable d'établir le rapport de force
diplomatique et le rapport de force militaire. Et la première des choses qu'on demande à un chef d'État, c'est d'être capable d'établir le rapport de force militaire, mais pas contre sa population, mais contre les ennemis de la nation, et le rapport de force diplomatique. Aujourd'hui, quand je parle avec le monde entier, plus personne ne respecte le Gabon diplomatiquement. Plus personne ne respecte le Gabon militairement. Les soldats gabonais ne sont connus que pour les scandales de violation de droits de l'homme, les scandales sexuels, les scandales d'alcoolisme. Il suffit de voir la taille du ventre du nouveau commandant en chef de la garde républicaine pour comprendre qu'on est dans un délire. On est dans un délire. On est dans un délire total. Un délire où on envoie une choriste catholique comme Marie-Madeleine Moranzo plaider un dossier aussi complexe, aussi subtil juridiquement que le dossier de Mbagné, le cocotier de Conga, où elle s'est lamentablement ridiculisée avec Rosatanga Rigno et d'autres qu'on a vus là-bas. Et ce qui est une honte, qui est une humiliation. Il ne reste plus que la jeunesse gabonaise avec la diaspora gabonaise pour sauver ce pays qui est en train d'être vendu en solde, en poutoulou comme on dit. Nous sommes devenus des Gabonais au sens péjoratif du terme. Parce que Gabonais, ça vient du portugais cabane, manteau, ce qui veut dire friperie, ce qui veut dire mutuki. Mutuki, c'est ce que ça veut dire Gabaron en portugais. Donc, si nous ne maîtrisons pas les rapports de force diplomatiques et militaires, nous allons disparaître dans moins de 10 ans. On fait le pari. Si nous gardons ces autorités-là, nous allons disparaître dans moins de 10 ans. Donc, ce n'est pas ce que font les autres quand ils défendent leurs frontières. Je vous l'ai dit, les Britanniques attaquent les Argentins. Et ils établissent les rapports de force. Je vous l'ai dit, la Russie a envahi la Crimée en 2014. Le Maroc est au Sahara occidental et il est sorti de l'Union africaine. Il faut être logique. Et même la France est toujours présente en Corse, alors que les Corses sont à la base des Italiens. Ce qui se passe au Gabon, c'est l'application des rapports de force. Seulement, les Gabonais sont devenus des peureux et de lâches, ils ne savent plus se battre. Ils sont capables de s'entretuer pour 10 €, pour 2000 francs CFA, et ils oublient que sous leurs pieds, il y a des milliards et des milliards d'euros qui dorment. Et on vous maintient dans la distraction à travers la musique, à travers la danse. C'est la première fois qu'on a vu dans l'histoire du monde, à travers cette fausse présidentielle, un président général danseur majorette. Et tout le monde était là. Oligui la 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 la, oligui la la. Oh. Pendant que les autres présidents, les Kagame, les Obiangema Mbazogo, les Sassou Nguesso, ceux qui ont encore des couilles, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, ceux qui ont encore des couilles étaient là en train de regarder notre Oligui danseur, notre majorette nationale. Je dis, mais ça c'est qui? Pendant ce temps, on préparait, on faisait la corruption des juges, on a corrompu Ben Saouda au tribunal pénal international pour qu'il n'y ait jamais de poursuite. Et là, on a corrompu les juges de la Haye dans les paradis fiscaux. Hein, vous pouvez voir leur compte en banque, vous pouvez vérifier. Il est, oui, en effet, Joël Pouot, c'est un candidat danseur en Jordan, et c'est ce qui plaît aux Gabonais, et c'est ce qui fait que notre pays va disparaître dans moins de 10 ans, à moins que la jeunesse ne se réveille, à moins que la diaspora de notre pays ne prenne ses responsabilités. Une diaspora peut sauver un pays, comme on l'a vu en Éthiopie. Ce sont les Éthiopiens de la diaspora qui ont permis à l'Éthiopie
de se sauver des drames humanitaires et de tous les problèmes qu'il y avait en Éthiopie, qu'on a connus. We Are the World de Michael Jackson ne suffisait pas. C'est l'Éthiopie des Français. Cette chanson n'a pas suffi, mais ce sont tous ces Éthiopiens qui sont partis en diaspora, qui sont revenus pour relever de ses cendres l'Éthiopie. Et je souhaite que la diaspora relève le Gabon en s'appuyant sur la jeunesse et sur les femmes et en écoutant ce qui reste de vieux sages dans les villages. Et je parle ici du village parce que le village, c'est la racine de l'identité gabonaise. Nous ne devons plus utiliser le terme village comme une insulte. Pourquoi cela a été possible au Gabon? C'est parce que les Gabonaises et les Gabonais n'ont plus de village. Parce que si tu aimes ton village, tu ne peux pas autoriser qu'il soit vendu. Cela prouve que l'absence d'identité villageoise des Bantous du Gabon les a emmenés à vendre leurs terres aux étrangers. Après avoir vendu leurs terres ancestrales aux étrangers, ils sont maintenant sur le point de vendre leurs terres aux vautours étrangers. Comme nous n'avons pas d'armée nationale, comme le rappelle Jeanne Michel, nous ne pouvons plus compter sur l'armée française. La France est en déroute économiquement, elle ne pourra plus nous protéger et nos ennemis le savent. Nos ennemis de l'extérieur et nos ennemis de l'intérieur. Permettez-moi maintenant de parler des ennemis de l'intérieur. Ces ennemis de l'intérieur, ils sont responsables de l'effondrement de l'État gabonais. Comment peut-on comprendre que le ministre des Affaires étrangères du Gabon, qui a parlé dans un communiqué, soit un ennemi de l'intérieur? Vous-même, vous le voyez. Parce que vous ne trouverez jamais au Sénégal un ministre qui s'appelle Mamadou Sila Kumba Mbabessoul. Il n'y a qu'au Gabon qu'on voit ça. Il y a énormément d'acteurs équato-gabonais dans notre système. Camerounais, nous n'avons rien contre, mais l'ennemi intérieur se glisse dans les secteurs économiques, dans le secteur politique et même dans les services de renseignement, ce qui fait que le Gabon n'est pas protégé. S'il n'y avait pas la France, il y a longtemps qu'on nous aurait envahis définitivement. Mais comme la France et son armée sont en train de partir, les gens savent désormais qu'ils peuvent venir. Personne ne va vous protéger. C'est très facile de détruire le Gabon. Il faut une prise de conscience nationale et surtout un patriotisme qui se lève dans notre pays afin de comprendre que nous devons protéger ce pays pour les générations futures. L'ennemi intérieur est partout. Il est dans les églises, il est dans les religions, il est dans les administrations, il est même dans les partis politiques. Parce qu'un certain nombre de noms que vous voyez, ils sont soit congolais, on n'a rien contre, on vient tous de quelque part. Ils sont soit camerounais, ils sont soit équato-guinéens. Mais le problème, c'est que ils sont gabonais souvent, comme moi, je pourrais être français. C'est-à-dire, je n'ai pas la France au cœur. Même si j'ai une double nationalité, je ne suis pas né en France. Je n'ai pas mon placenta enterré en France. Donc, je suis ce qu'on appelle un Français de papier, ou comme demain, je pourrais être un Russe de papier, ou demain, un Sud-Africain de papier. Ton identité est là où ton placenta a été enterré, sur la terre maîtrisée par les entités et les ancêtres de ton arbre généalogique. Donc, les ennemis intérieurs sont à l'œuvre, comme ils sont à l'œuvre en République démocratique du Congo, pour faire tomber l'armée congolaise, qu'on appelait avant l'armée zaïroise. Le Rwanda a infiltré l'armée du Congo dans leur projet de bâtir l'empire Hima, qui se construirait sur les décombres, les cendres de la République démocratique du Congo, parce que ce pays qui est une superpuissance potentielle, 14 fois la France avec des richesses pas possibles,
traînent dans la misère. Les gens ne pensent qu'à aller écouter Fally Ipupa, la musique, l'école ne fonctionne pas, la santé, les infrastructures, la conscience politique. Il se passe au Gabon ce qui est en train de se dérouler en République démocratique du Congo. Donc, nous devons absolument comprendre qu'il y a un projet de redessiner la carte de l'Afrique, non pas en se respectant les uns les autres, mais en prenant les terres et en détruisant les placentas des gens. Voilà pourquoi tous ces ennemis intérieurs qui débarquent au Gabon tous les jours, ils sont défendus par Oligui Nguema qui n'a pas son village et son vrai placenta enterré en Ngoni. Parce que si son placenta était enterré en Ngoni ou à Bissok, il n'aurait pas fait le deal secret que tout le monde a vu, que tout le monde a annoncé et qui consistait à contenter le dictateur équato-guinéen qui avait déjà un plan depuis sa prise de pouvoir avec l'aide du Gabon. C'est pourtant le Gabon qui l'a aidé à renverser son oncle Mathias Nguema. La reconnaissance, c'est pour lui de venir arracher une partie des terres du pays qu'il a aidé à devenir président de la Guinée équatoriale sans aucune négociation. Jeanne Michel fait remarquer que l'armée française ne quitte pas le Gabon, elle s'invisibilise et nous le savons tous. C'est vrai, mais il n'en demeure pas moins que la France est dans des difficultés qui ne lui permettent plus de s'étaler comme avant. Et je veux terminer le point sur l'ennemi intérieur en disant ceci. Toutes les 9 provinces doivent faire attention à la manière dont nous sommes infiltrés par des ennemis intérieurs. Comme dans ma province, la Nyanga, où on a vu un Mbombo Mbiakou qui repose en paix venir du Congo et venir faire la loi dans toute la Nyanga. Comme on voit aujourd'hui un vice-président de la République issu de Mwabi, comme on voit des soi-disant militaires d'exception comme Ulrich Manfumbi, jouer à un jeu dangereux que nos ancêtres dans la Nyanga n'auraient jamais accepté, c'est-à-dire dealer les richesses du Gabon pour rien du tout. Après le pétrole, ce sera le marbre et toutes les autres richesses. C'est ça l'ennemi intérieur. L'ennemi intérieur, il est aussi dans le Wellington, où les vrais femmes du Wellington, les vraies populations de Logwe et Vindo sont envahies par des gens qui vont dans les mairies, qui font des faux actes de naissance, qui deviennent Gabonais sans aimer la terre qui les a accueillis. Et ce sont eux qui travaillent comme ennemis intérieurs à la destruction de notre pays. Il en va de même pour les autres provinces, le Haut-Ogooué, le Goué-Lolo et bien d'autres. Nous devons retrouver le sens de l'amour entre les Gabonais et le sens de l'unité, parce que c'est ce qui nous manque. Le Gabonais ne s'aime pas, et donc il n'aime pas les autres. Nous devons d'abord nous aimer, comme pour ceux qui sont chrétiens, ils savent que le 2e commandement dit « Aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même ». Si tu ne t'aimes pas toi-même, comment vas-tu aimer l'Équato-Guinéen? Comment vas-tu aimer le Congolais ou le Camerounais? Comment vas-tu aimer la personne qui est d'une autre ethnie ou d'une autre communauté? La détestation que tu as pour toi-même, tu vas la reporter sur les autres. C'est pour ça qu'il faut aimer son prochain comme on s'aime soi-même. Nous devons retrouver le sens de l'amour du prochain au Gabon. Ensuite, nous devons travailler à une vraie unité. Une unité qui n'est pas basée sur des faux semblants, sur le combat les uns contre les autres, sur la destruction des cultures, des villages, mais une unité qui vient de la diversité culturelle. La diversité culturelle au Gabon est une richesse, ce n'est pas un problème. La diversité culturelle, c'est la richesse parce que les Gabonais sont un ensemble de communautés rassemblées autour de la vallée de l'Ogooué, du nord au sud, de l'est à l'ouest, de près ou de loin. Ce fleuve nous donne notre identité et nous devons donc retrouver le sens de l'unité, le sens de l'amour, parce que l'ennemi intérieur est en train de nous ronger comme un cancer, comme une maladie.
l'ennemi extérieur arrive aussi pour nous prendre de l'extérieur comme on nous prend déjà de l'intérieur. Donc, comme rappelle Keith Saint-Patrick, vous étiez au Burkina Faso, vous avez vu comment le Burkinabé est attaché à sa terre. Évidemment, évidemment. Moi, j'ai participé à la prise de pouvoir, je le dis avec beaucoup de modestie, du capitaine Ibrahim Traoré. J'écrirai ça dans mes mémoires, comment ça s'est passé. J'aime beaucoup le Burkina Faso parce que c'est là-bas que j'ai vu comment un peuple est capable de se sacrifier pour trois choses. Pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. Pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. J'ai vu ça au Burkina Faso. C'est pour ça que les ennemis intérieurs n'ont aucune chance au Burkina Faso. Et les ennemis extérieurs non plus. Nous devons reconstruire le Gabon sur le modèle du Burkina Faso. Alors, passerons-nous par une révolution, qu'elle soit civile ou militaire, peu importe, mais nous devons vivre une révolution. C'est-à-dire une rupture avec le monde ancien, une rupture avec le mensonge, une rupture avec un système corrompu. Parce que c'est la corruption qui a détruit le Gabon. La corruption, elle touche non seulement la présidence, la tête du pays, les partis politiques, les quartiers, les villages. La corruption est partout et nous sommes sales, nous sommes souillés de partout. Voilà pourquoi une Camerouno-Gabonaise peut, en tant que porte-parole, venir vous mentir à la télévision et vous dire « Ah ben c'est rien, on nous a appris Mbagné, mais on nous a donné Mongomo, on nous a donné Bébéine, mais il faut être malade pour croire des mensonges pareils. » Moi, j'ai été en 2013 en Guinée équatoriale et après aussi. Il faut voir comment on vous reçoit en Guinée équatoriale. Comme un excrément. Comme rien du tout. Et surtout, si vous n'êtes pas fan, c'est encore pire. Je l'ai vécu. J'ai eu des rencontres officielles là-bas. Mais j'ai senti que, n'étant pas fan, j'étais de la merde. J'étais de la merde, j'étais reçu. J'étais reçu, je ne me suis jamais senti autant humilié de ma vie. La Guinée équatoriale veut se venger de l'époque où Mathias Guéma les massacrait et qu'ils sont venus se réfugier au Gabon et que les Gabonais les ont maltraités. Leurs seuls frères au Gabon, ce sont les Fans, nos frères et sœurs Fans. Des autres, nous sommes vraiment moins que rien. J'ai des amis en Guinée équatoriale et j'ai des contacts et je l'ai ressenti ça. Donc, nous devons lutter contre les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs si nous voulons survivre au Gabon. L'intangibilité des frontières a été détruite par la décision des juges corrompus de la haie. Non seulement l'intangibilité des frontières, mais de plus, Oligui Nguema a démontré son incapacité de protéger ou d'établir des rapports de force diplomatiques et militaires. Donc, il n'est pas un vrai président, parce qu'un président se résume d'abord à sa force politico-diplomatique et à sa force militaire, non pas contre sa population, mais contre les ennemis de son pays. Et c'est donc ici que je vais aborder un dernier point. Je vais laisser tomber d'autres points pour ne pas être trop long. Je veux ici rappeler au peuple gabonais que nous avons le devoir de construire l'unité africaine. Nous avons la vocation à être un pays pivot qui bâtisse l'intégration sous-régionale. Mais nous devons être conscients que l'Afrique centrale est malade de sa mauvaise gouvernance. Et c'est pour cela que l'unité africaine n'avance pas et c'est pour cela que l'intégration sous-régionale n'avance pas. Nous devons donc changer la gouvernance de nos pays et les 95% qui ont été donnés à Oligui Nguema sont une faute, une grave faute devant Dieu
et devant les hommes un péché commis par le peuple gabonais que vous avez déjà commencé à payer à travers le dossier de Mbagnier. Nous ne sommes pas contre la Guinée équatoriale, que les choses soient claires. Nous sommes contre les ennemis intérieurs, Équato et tous les autres étrangers qui viennent nous détruire de l'intérieur comme un cancer. Nous sommes contre les gens qui veulent changer les frontières héritées de l'époque coloniale avec la corruption internationale des juges comme Ben Saouda et des juges comme on a vu à la haie. Ce sont des corrompus, ils ont leur compte dans les paradis fiscaux bien garnis par la Guinée équatoriale. Je connais la Guinée équatoriale. Je connais le président Obiangema. Il me connaît très bien. Je connais le parti guinéen qui dirige. Je les connais. J'ai eu des contacts avec eux. Alors, je voudrais terminer mon propos aujourd'hui, non pas pour vous effrayer, mais pour vous dire ce qui risque de se passer dans la période à suivre, surtout que la décision de la haie a créé au lieu de régler les problèmes, la décision de la haie est venue encore tout gaspiller. La décision de la haie a tout gaspillé comment? En disant que on s'en fout de l'OUA. On ne considère que les conventions entre les Blancs, entre la France et l'Espagne. Et ils ont même cité une convention de 1800, mon Dieu. Oh. Ils ont cité après une convention de 1900. Voilà, c'est ça qui compte. Et n'ont pas tenu compte du fait que le Gabon a été indépendant avant la Guinée équatoriale. Donc, on pouvait plus changer ses frontières de la part d'un pays qui, lui, est devenu indépendant en 1968. Nous devons faire très attention. La population gabonaise ne doit pas accepter. La population gabonaise ne doit pas se laisser manipuler par les autorités qui sont dans la mouise, qui sont dans la boue, qui sont dans la merde, pardonnez-moi l'expression, du fait de cette décision. Ils sont exposés à la face du monde comme des traîtres. Le désordre qui est créé par les juges corrompus de la haie est le suivant. Ils disent que les 3 îles, Cocotier, Konga et Mbagnier, sont à la Guinée équatoriale à l'intérieur des eaux maritimes du Gabon. Est-ce que la Guinée n'a que les terres? Est-ce qu'ils ont les eaux maritimes? Ils disent, discutez entre vous et délimitez vos frontières. Ils créent un problème qui se finira en guerre. Et tous les marchands d'armes vont maintenant affluer vers le Gabon et la Guinée équatoriale pour provoquer la guerre. Ou alors, l'invasion du Gabon par une Guinée équatoriale qui se prépare déjà du côté russe à envahir le Gabon avec des armes russes. Donc, la haie, ils disent, les 3 îles sont à la Guinée équatoriale et les eaux maritimes sont au Gabon. Donc, une enclave à l'intérieur du Gabon. Comment va-t-on sortir de là? Personne ne le sait, mais ça, c'est la spécialité des Blancs et des instances occidentales. Quand ils trouvent des indigènes assez bêtes pour amener leurs problèmes devant leurs tribunaux, ils créent ce genre de problème. C'est des gens qui ont été capables d'arrêter Gbagbo, de le gracier après 10 ans de procès, alors qu'ils ne vont jamais arrêter Poutine ou Netanyahou. Hein? Donc, ils ont créé quelque chose de grave parce que, en reconnaissant qu'il n'y a que les conventions des Blancs qui comptent entre la France et l'Espagne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont modifié automatiquement la frontière entre le Wellington et la Guinée équatoriale. Ce qui fait que techniquement, Ebébéine, Mongomo, le village d'Obiangema, se retrouve au Gabon. Mais les autorités équato-guinéennes ont déjà menacé dans un communiqué que j'ai vu ce matin, ils ont menacé le Gabon et militairement et politiquement en disant Ebébéine et Mongomo sont à la Guinée équatoriale pour l'éternité. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils n'ont pas attendu. Hein. Pendant ce temps, Oligui Nguema se cache.
Il se demande comment il va faire alors qu'il a déjà tout promis à Obiang Nguema et comment il va justifier tout ça, il ne sait pas. Ils vont essayer de créer des distractions pour faire oublier ça, mais l'affaire est suffisamment grave parce que ça n'effacera pas le fait que Mongomo ne peut pas revenir au Gabon malgré la convention de 1900 entre l'Espagne et la France. Et Bébéine non plus. Vous ne pouvez pas comparer Mongomo et Oyem. Vous ne pouvez pas comparer Ebébéine à Bitam. Ils ne vont jamais donner ça. Mais ils vont continuer de revendiquer les 3 îles gabonaises devenues équato-guinéennes. Ils vont continuer de les revendiquer sans nous expliquer si les eaux maritimes du Gabon vont aussi leur appartenir. Ce faisant, il suffit que les marchands d'armes viennent maintenant armer le Gabon, armer la Guinée équatoriale. C'est fini, c'est la guerre. Mais comme au Gabon, il n'y a pas d'armée, il n'y a que des agents de sécurité chargés de tuer des innocents et des civils et de torturer des gens sans défense. La Guinée équatoriale, je sais qu'elle n'a plus de pétrole, elle a de moins en moins de pétrole. La seule manière d'avoir encore du pétrole, c'est d'aller s'emparer des eaux maritimes du Gabon. Donc, bien qu'ils aient les îles, soi-disant parce que ces îles en 1900 étaient liées à l'île de Corisco, qui était espagnole, ils savent très bien que les 3 îles ne suffisent pas à elles-mêmes. Il faut aussi les eaux maritimes. Et les eaux maritimes sont gabonaises. Même dans la décision de la haie, ils ont dit, débrouillez-vous, tracez vos frontières, mais les 3 îles sont à la Guinée équatoriale. Maintenant, les poissons sont acquis. Les richesses des eaux sont acquis. Ce n'est pas clair. Toutes les conditions sont réunies pour qu'il y ait une guerre dans l'avenir entre la Guinée équatoriale et le Gabon. À moins qu'Oligui Nguema, dans sa lâcheté et sa haute trahison, décide de dire non seulement je vous laisse Mongomo, non seulement je vous laisse les Bébéines, mais en plus je vous laisse les îles du Gabon et je vous laisse aussi les eaux maritimes du Gabon. Ce qui serait pire qu'un crime de haute trahison, c'est même impossible à décrire. Je tenais vraiment à rappeler tous ces faits aujourd'hui pour faire prendre conscience aux Gabonaises et aux Gabonais que nous sommes seuls. Les tam-tams se sont tus. Le seul espoir du Gabon aujourd'hui, c'est sa jeunesse et sa diaspora. Vous ne pouvez plus compter sur les leaders religieux. Ils ont pris l'argent d'Oligui. Ils ne peuvent plus parler. Vous ne pouvez plus compter sur l'ancienne société civile gabonaise. Ils ont pris l'argent, ils ont été nommés. C'est fini. Vous ne pouvez plus compter aussi sur les activistes de la diaspora. Ils ont pris l'argent, ils ont été nommés. Nous sommes seuls. Il faut réinventer la résistance et le patriotisme et le nationalisme gabonais. Alors je réponds à Henri Beyem qui dit « Comment ça, agent de sécurité ?» Mais les militaires gabonais militaires, le militaire, ça vient du latin militia terrae, quelque chose comme ça. Ça veut dire une entité qui envahit la terre. Une entité, c'est pour ça qu'on dit que chaque militaire a son démon, il est possédé par un démon de la guerre, de la violence, parce qu'il cherche des terres à acquérir. Et donc, le militaire n'est pas un agent de sécurité. La différence entre un agent de sécurité et un militaire, c'est que l'agent de sécurité est un mercenaire, un petit mercenaire à qui vous donnez un peu d'argent pour aller faire un sale boulot sans aucune éthique, sans aucune morale. Si vous voyez quelqu'un qui vient, qui rentre, vous lui tirez dessus, mais vous vous en foutez un peu. Vous gardez juste les lieux, vous vous en foutez. Si le lieu est bon ou il est mauvais, tout ce qui vous intéresse, ce sont vos intérêts. C'est ça l'agent de sécurité. Il n'a pas de morale. Lui, ce qui l'importe, c'est de protéger le bien de celui qui le paye. C'est son argent. C'est son argent. C'est ça qui intéresse l'agent de sécurité. Au Gabon, nous avons des agents de sécurité. C'est pour ça qu'on parle de forces de défense et de sécurité. Nous n'avons pas une armée nationale. Qu'est-ce qui caractérise un militaire
dans une armée nationale, c'est que le militaire, dans son rôle de protecteur ou d'envahisseur de la terre, il a 3 caractéristiques. Le militaire défend d'abord une nation, c'est-à-dire une population, une communauté qui se reconnaît partager un destin commun. Et les militaires sont l'émanation de la nation, de telle sorte que si vous venez attaquer cette nation, vous allez trouver des défenseurs de la Constitution et de la nation qui vont faire verser, qui vont même mourir ou accepter de verser leur sang pour que la nation ne meure pas. Le militaire est déjà un homme mort par avance. Il accepte de mourir pour la défense de la nation. Pour la défense de la nation. Ce n'est pas quelqu'un qu'on met là pour tuer des gens et pour torturer les gens. Pour régler des problèmes politiques ou électoraux. Ça, c'est pas un militaire. Vous ne verrez jamais dans un État démocratique, il y a des gens dans l'armée qui sont 1000 fois plus capables que Donald Trump de diriger les États-Unis, mais ce n'est pas leur rôle d'occuper la Maison-Blanche. Leur rôle est de protéger l'Amérique, la nation américaine. Ce n'est pas d'occuper la Maison-Blanche. Certains d'entre eux, certains généraux sont 1000 fois plus forts que le président américain. Mais la règle est que eux, le corps militaire, l'armée de la nation, elle défend la nation d'abord. C'est pour ça qu'on l'appelle une armée nationale. C'est pour ça qu'au Gabon, vous n'avez pas l'armée nationale. Vous n'avez pas une armée émanant de la nation. Les militaires gabonais n'ont pas encore la conscience nationale. Elle reste à construire. Voilà pourquoi elle est surtout dédiée à des œuvres maléfiques, les crimes rituels, les tueries, les assassinats. C'est pourquoi Patience Dabani disait « Si vous saviez ce que cet enfant-là a fait pour arriver là où il est », parlant d'Oligui Nguema. Il faut tuer, il faut mettre les mains dans le sang, il faut apporter de la chair humaine au président, il faut faire des choses sales. Hein. Ça, c'est pas un militaire. Le militaire, le vrai militaire de la nation, lui, il a déjà donné sa vie pour la nation. Les jeunes Ukrainiens qui meurent pour la nation ukrainienne, eux aussi, ils avaient envie de vivre. Ils avaient envie de coucher les femmes encore. Ils avaient envie de voyager. Les Russes comme les Ukrainiens, qui sont des militaires dédiés à la défense de leur nation. Mais ils savent que quand ils vont à la guerre, mais 24 heures plus tard ou 2 heures plus tard, ils peuvent mourir, mais ils sont d'accord pour mourir. Parce qu'ils ont pris le métier des armes, non pas pour aller tuer les innocents, ils ont pris le métier des armes pour défendre la nation. Qui défend la nation au Gabon? Personne. Donc, le militaire défend la nation. Le militaire, pour défendre la nation, il défend les frontières. Il défend les frontières parce que chaque nation est membre d'un espace. Et cet espace doit être protégé comme l'espace d'une famille. Quand vous êtes avec votre famille, vous habitez dans une maison ou dans un appartement, dans un terrain qui est à vous, et personne n'a le droit de venir dans votre terrain pour venir vous le prendre. Et vous défendez votre domicile contre les envahisseurs et les bandits. S'il faut mettre des caméras, on met des caméras. S'il faut mettre des chiens, on met des chiens. S'il faut fermer les portes à clé, on ferme les portes à clé. Et en l'occurrence, ce qu'on peut reprocher aux forces de défense et de sécurité du Gabon, c'est que non seulement elles ne sont pas une armée nationale, au service de la nation et de la Constitution, mais une bande armée, pour le moment, au service souvent d'un homme qui a établi le culte de la personnalité. Eh bien, à partir de là, il n'y a pas de défense des frontières. Il n'y a pas de défense du domicile privé. Tout le monde peut entrer chez vous comme il veut. Attaquer vos enfants, violer vos enfants, prendre les biens dans les armoires. C'est ça le Gabon. Ennemi intérieur, on laisse faire, on laisse entrer les gens dans les chambres, dans les maisons, on se sert, on prend tout, on se moque de vous, et on dit on n'est plus gabonais que vous, et puis tout le monde trouve ça, que c'est enfin notre trésor vers la félicité. Mais les autres, la Guinée équatoriale, le Cameroun, le Congo, les pays voisins, ils voient ça, ils se disent mais voilà un bon pays à dévorer, il n'y a personne là-bas.
Il n'y a pas d'armée nationale. Il n'y a pas de protection des frontières. Allons-y. Donc, j'ai parlé armée de la nation, armée protectrice des frontières, et le troisième point de l'armée, c'est sa capacité à se projeter au-delà de ses frontières au nom de la nation. Voilà pourquoi une armée peut participer à des opérations de maintien de la paix au nom du Gabon, au nom de la nation gabonaise, dans des opérations militaires de l'ONU, des opérations internationales. Tout ça est lié, mais une armée peut aussi attaquer un autre pays, peut aussi faire la guerre à un autre pays, dans la mesure où les intérêts vitaux de l'État sont menacés. Et c'est ici que je réaffirme qu'Oligui Nguema est devenu une menace existentielle pour notre pays. Parce qu'il n'a pas les compétences pour gérer le Gabon. On le voit très bien sur sa tête, il ne sait même pas ce qu'il fait. Tout ce qui compte pour lui, c'est qu'on l'appelle président. Et qu'il roule des mécaniques et que tout le monde soit là, Oligui. Mais ce n'est pas ça être président. Le président, c'est d'abord quelqu'un qui a une vision. Et à partir de cette vision, il a la force diplomatique, politique et militaire. Ce qu'Oligui n'a pas. Malgré ces galons ne lui ont servi qu'à faire du mal. Ces galons ne lui ont même pas servi à faire un coup d'État. C'est pour ça qu'il parlait de coup de libération. Libération d'Ali Bongo et de Sylvia Bongo. C'est ça le coup de libération. On vous a fait un coup par derrière de libération de ceux que vous détestez. Parce que moi j'étais au Burkina Faso, vous le savez, pendant le coup d'État du capitaine Ibrahim Traoré. Vous avez tous suivi mes interventions lorsque la France ne voulait pas qu'Ibrahim Traoré s'installe au pouvoir. Et vous avez tous entendu les coups de feu dans cette short vidéo où les militaires burkinabés me disent la France veut un haut gradé, ne veulent pas d'Ibrahim Traoré. À partir du moment où j'ai balancé cette petite vidéo sur les réseaux sociaux, la France a ouvert un dossier sur moi à la sécurité intérieure à Paris. J'en ai été informé. Et l'ordre a été donné de me traiter comme Niamsi, c'est-à-dire que quand je passe dans un aéroport français, on m'emmène dans une pièce pour m'interroger sur qu'est-ce que je faisais à Ouagadougou. Mais moi, je n'ai fait que témoigner de ce qui s'y passait. Tout comme au Gabon, les Gabonaises et les Gabonais ne le savent pas, mais ça fait des années qu'on essaie de me tuer. Je n'ai rien fait de mal au Gabon. Mais ce que vous ne savez pas, c'est le nombre de tentatives d'assassinat auxquelles j'ai échappé. Même maintenant, je suis toujours recherché. Mais je ne sais pas ce que j'ai fait, à part témoigner et être moi-même. J'ai échappé. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'armée, parce qu'on cherche à tuer les justes. On cherche à tuer les bons. Ceux qui n'ont rien fait, ceux-là, on essaie de les tuer. Quel est cet idiot de Silver Kumba qui vient parler de ce qu'il ne connaît pas? Un incompétent qui n'a même pas fait d'école et qui ne sait pas comment fonctionne la politique, qui vient tout le temps rappeler que tu étais ministre. Et alors, qui n'a pas été ministre? Jean Ping n'était pas vice-premier ministre de Bongo pendant 30 ans. André Mbaobam, qui est un messie pour une partie du pays, il n'a pas été 25 ans au gouvernement. Et on dit, tu étais ministre d'Ali pendant 11 mois, quoi? Dili Bizé était quoi, lui? Et il n'y a que moi qui n'ai pas le droit d'exercer des responsabilités tout en respectant les principes, en étant fidèle à mes valeurs. Moi, je n'ai tué personne, je n'ai volé personne, je n'ai même pas volé 1 euro de l'État gabonais. C'est ce qu'on me reproche? Non, j'ai eu raison d'avoir mon expérience et de connaître les secrets du Gabon par cette expérience sans me compromettre. Oui, j'ai vu en tant que membre du gouvernement, j'ai vu comment la carte du Gabon était déjà modifiée. Il n'y a plus rien au Gabon. Si, il y a beaucoup de choses. Hein. Il reste encore des choses, mais je peux vous dire que la carte que vous avez là n'existe plus. J'ai vu tout ça. Et j'ai vu comment tout le plan de destruction du Gabon était mis en place. Donc, moi, je n'ai rien fait contre le Gabon. Mais ce que vous ne savez pas, et que je vais vous dire maintenant,
c'est que depuis mon arrivée en politique, je ne me vante pas de ça, mais j'ai échappé à plusieurs tentatives d'assassinat auxquelles vous n'avez pas eu affaire. Donc, si vous le saviez, vous devriez même vous taire. Et je sais pourquoi je parle des forces de défense et de sécurité qui ne sont pas une armée, qui ne sont pas capables d'établir le rapport de force diplomatico-politique et militaire. Parce qu'ils ne cherchent qu'à tuer des innocents. Moi qui vous parle, décembre 2008, j'écris la lettre ouverte. Le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense vont voir l'archevêque de Libreville, lui dire « Votre enfant Moubamba est venu faire un coup d'État au Gabon avec une lettre ouverte », ce qui est ridicule. Les forces de défense et de sécurité sont déclenchées dans tout le pays. On me cherche partout. On me cherche à Sindara, Tsamba Magotsi, avec pour mission des forces de défense et de sécurité de tirer à vue sur moi pour une simple lettre, comme on a fait à Fantômas, c'est de ramener mon corps. L'Église catholique a donné son accord pour ça. D'où la séparation qui est la mienne avec eux aujourd'hui. Ils sont arrivés à la mission catholique de Sindara où on faisait de l'humanitaire. Ils ont tout cassé, tout renversé. Ils m'ont cherché pendant 2 semaines, comme me dira plus tard Hervé Patrick Opianga, que la PJ t'a cherché pendant 2 semaines dans les forêts de Tsamba Magotsi avec pour ordre de te tuer et de te tirer à vue. Ça, j'ai échappé à ça. Ce que n'ont pas pu faire des pauvres Emma Mbina ou Chivunda. En 2010, on a envoyé des mercenaires en France. J'ai été convoqué par des services de renseignement français à la Défense dans un bar. Ils m'ont dit, tu n'as pas voulu obéir, tu n'as pas voulu faire ce qu'on te dit, eh bien, tant pis pour toi. En 2010, je n'ai pas vu grandir mes enfants, j'ai eu des mercenaires en France, j'ai dû fuir en Chine. Je suis allé me cacher en Chine, parce que les Chinois ne livrent pas les gens qui viennent se cacher chez eux. On voulait me tuer en France, mais ça, vous ne le savez pas. J'ai passé toute l'année 2010 entre la Chine. On m'a emmené au Ghana, on a voulu m'exécuter là-bas. J'ai échappé de peu, grâce à une religieuse, gabonaise d'ailleurs, que je ne veux pas citer ici. On m'a emmené au Libéria, dans une pièce où on a voulu me tuer, m'assassiner. Et les ordres venaient du Gabon. Je suis allé partout, j'ai fini au Rwanda. Et c'est du Rwanda que j'ai négocié avec l'ambassade américaine à Libreville et le gouvernement Sarkozy que je puisse rentrer en France à condition d'abandonner les positions politiques. Je suis rentré en décembre 2010 et j'ai rencontré André Baobam. Je ne sais pas pourquoi j'ai accepté que Baobam m'envoie à Addis Abeba représenter l'Union nationale. Et il voulait que je vienne au PNUD manifester avec eux à Libreville. J'ai dit à Baobam, si je viens avec vous au PNUD à Libreville, je suis sûr que vous allez en sortir vivant avec les Miboto et les autres, mais moi, je serai le seul à ne pas en sortir vivant. Allez demander à Ntutumaï, il est témoin de tout ça, il était là, le directeur de la dette. Allez lui demander. Ils m'ont envoyé à Addis Abeba à une réunion de l'Union africaine où il y avait Ali Bongo, Jean Ping, tout le monde, devant les caméras du monde entier. Je suis entré dans la salle de l'Union africaine comme ministre du gouvernement alternatif de Baobam. J'ai été mis en résidence surveillée par les autorités éthiopiennes. Vous ne savez pas tout ça. Et c'est pour cela qu'en rentrant d'Addis Abeba, en février 2011, j'ai déclaré que je me retirais de la vie politique. Jusqu'au moment où Pierre Mamboundou a été tué en octobre de la même année en 2011 et que ses amis français m'ont dit « mais il faut essayer de sauver l'UPG ». Mais quand je suis arrivé en décembre 2011 à l'UPG, j'ai été reçu par des crachats, des cailloux, tout le monde voulait me lyncher. Et en étant à l'UPG, j'ai échappé à plusieurs tentatives de meurtre. Plusieurs tentatives de meurtre en 2012. Parce que je voulais sauver l'UPG. Je suis allé à Ndende. Yves Fernand Manfumbi a fait rentrer des tueurs dans l'église catholique de Ndende, armés de couteaux pour m'assassiner dans l'église, en l'absence du curé congolais. Mais comme par hasard, étant de Moabi, j'étais devenu invisible pour eux. Ils me cherchaient partout. Je ne savais pas que j'avais ce pouvoir. Mais ils ne m'ont pas vu et pourtant j'étais assis.
Ça s'est passé en Ndendé. C'est en Ndendé qu'allant de Ndendé à Mwabi, ils ont saboté ma voiture. Un mécanicien congolais sur ordre. La voiture est montée sur la montagne Mukongunzambi, je ne sais pas, entre Ndendé et Mwabi. Les freins ont lâché. En pleine nuit, saboté. Il y avait des ravins de 40 km à ma gauche et la montagne, ou à ma droite, la montagne à gauche. On a dû faire un carambolage, tout, et on est resté là dans la nuit en entendant le lever. Sabotage. Mon propre parent, l'ancien maire de Ndendé, Mabika, est venu prendre l'argent à ONG chez mes ennemis pour me saboter définitivement en Ndendé. La veille de son retour à Ndendé, je l'ai appelé, je lui ai dit, parent, Mabika, tu ne dois pas faire ça. Il ne m'a pas écouté. Il est parti préparer ses plans contre moi. Entre Mandilo à la sortie de Fugamo et Ndendé, il a rencontré un mur invisible et il s'est fracassé contre. Et il est mort sur le champ. Je ne vous parle même pas des autres tentatives. En 2016, ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu le pays à feu et à sang, j'ai essayé d'arrêter tout ça comme je pouvais. Je ne vous parlerai même pas vous ne savez pas ce que c'est que d'être un innocent et d'entrer au sein d'un gouvernement de gens qui veulent tous te tuer quand tu rentres au Conseil des ministres et qui sont tous là à côté de toi, en face de toi, les Bioremba et tout ça, et t'envoient tous leurs fusils nocturnes, toutes leurs saletés, tu as ton siège qui tremble. Non, pas, vous pouvez vous demander quel Mabika, non, je parle d'un Mabika, maire de Ndendé, qui est décédé 2013, quelque chose comme ça, qui est un parent, qui était maire de Ndendé, qui était manipulé malheureusement par mes ennemis pour causer ma mort. Je ne vous dis même pas que le fait que je sois sorti du gouvernement vivant, c'est un miracle. Sylvia Bongo a personnellement empoisonné quelqu'un de ma famille. Vous ne savez pas ce que c'est que ce combat politique et les risques qu'on prend d'aller défendre le Gabon face à une population qui ne comprend rien de ce qui se passe, qui est dans les émotions. Moi, j'ai pris une voiture quand j'habitais en face d'Oyo, pendant mon séjour au gouvernement. Mon fils aîné, qui était avec moi, je l'ai déposé au lycée français et je suis allé au siège du parti ACR. Entre-temps, ils avaient préparé une sorte d'attentat contre moi, pas loin du charbonnage et du camp de Gaulle. Donc, mon chauffeur revient me chercher, ils ont déjà préparé leur plan, mais je ne sais pas par quelle opération je m'en sors quand même. Je me dis, je ne prends pas la voiture va chercher mon fils. Et lorsqu'il arrive pas loin du camp de Gaulle, une voiture pile devant notre voiture et la voiture vient se fracasser contre l'autre. C'est un attentat à l'endroit où la plupart des hommes politiques ont perdu leurs enfants. À cet endroit-là, j'ai failli perdre mon fils, qui heureusement était derrière et pas devant. Et en 2 minutes, il y avait déjà l'armée sur place pour venir chercher mon corps. Si j'avais été dans la voiture, je serais mort. On est en 2016-2017. Vous ne savez pas ce que c'est que mener ce combat sans trop expliquer aux gens qui ne comprennent rien, qui pensent que tout ça c'est un jeu. Ce n'est pas un jeu, c'est une guerre. Nous sommes en guerre, comme l'a dit le président français en 2020. Nous sommes en guerre. Cette guerre a été déclarée au peuple gabonais et à ses enfants les plus brillants. Ils doivent tous mourir pour ne laisser que les cancres et qu'on puisse s'emparer de ce pays. Obiangema et la Guinée équatoriale ne pouvaient pas s'emparer d'un territoire gabonais tant qu'il restait encore des gens qui ne voient pas d'abord leurs intérêts, mais qui voient
qui voient d'abord l'intérêt de la nation. Donc ces gens partis, il ne reste plus que des frimeurs, comme Ulrich Manfondi, qui est content de faire le beau à la télé, communiquer, et puis toutes les filles sont là en train de jouir. C'est ce qu'on veut. Ça, c'est pas un pays, ça. Avec des présidents danseurs, c'est pas un pays, ça. Il faut un pays où on ne parle pas beaucoup, où on agit et on protège le pays. C'est un pays qui est en danger, un pays qui n'a pas de route, qui n'a pas un système de sécurité valable, qu'on peut envahir comme un jeu. Je vous l'ai dit et je vous le redis, on peut vous tuer comme un jeu, vous affamer. On peut vous priver d'eau, on peut vous priver d'électricité, on peut vous priver d'approvisionnement alimentaire au niveau de l'alimentation. En un jeu, vous êtes mort en une semaine. Nous devrons, en effet, dit Clara Mbika, nous devons nous battre pour les prochaines générations. Il faut réinventer ce pays. Et ce n'est pas avec des gens qui sont au pouvoir en ce moment que nous pourrons réinventer le Gabon, qui doit devenir une puissance sous-régionale et qui ne doit pas se laisser impressionner par n'importe quel pays. Que ce soit la Guinée équatoriale, n'importe quel pays, personne ne doit nous intimider. Personne ne doit nous intimider. Nous devons donc repenser les rapports de force et les rapports diplomatiques, les rapports de force militaires, les rapports de force diplomatiques, les rapports de force politiques. Si nous ne le faisons pas, nous sommes perdus. Parce que la politique n'est pas un jeu. Moi-même qui vous le dis, vous n'imaginez pas ce à quoi j'ai échappé, mais dont je ne parle jamais. Vous ne saurez jamais que lorsque j'étais en Russie pendant près de 2 ans, le pouvoir gabonais m'a bloqué mon passeport pour que je ne sorte pas de la Russie. Et ils ont payé la mafia russe pour que je sois exécuté dans une fête où je n'ai pas voulu aller. Parce que je ne suis pas un fêtard, ni je ne suis pas dans le pain et les plaisirs. Je ne vous dis pas à la suite des événements, mais même en Russie, on a payé la mafia contre moi. Et j'ai échappé de peu à la mort. Et c'est le jeune Liu Tobwe, le jeune coach étudiant en médecine de 24 ans, qui sont allés prendre, le pauvre. Donc, mes chers compatriotes, dans la guerre, ce n'est pas un jeu. La guerre, elle est diplomatique, elle est politique, elle est spirituelle, elle est mystique, elle est militaire. Il faut des défenseurs de la nation au Gabon. Vous n'avez pas de défenseurs. Même en Russie, oui, tout à fait. Mais je ne suis pas quelqu'un qui raconte facilement. Ce à quoi j'ai échappé, il y a très peu de gens qui peuvent échapper. Et moi, je n'en parle pas. Mais vous pouvez voir que je mène une vie étrange depuis des années, parce que depuis ma sortie du Gabon, j'ai été poursuivi. Vous m'avez vu une photo de moi une fois dans un métro à Paris. Les Gabonais immature se sont mis à se moquer. Mais vous ne vous êtes jamais demandé qui a pris cette photo? Pourquoi j'étais suivi? Pourquoi j'ai disparu? Parce que je suis le dernier. J'étais allé en 2017 à Mabanda et là-bas, j'ai prononcé une parole prophétique dont les gens se sont moqués. J'ai dit, je suis le dernier. Après moi, il n'y aura plus personne pendant un siècle. Le dernier de la lignée des Nyanda Makita. Donc, je vais arrêter de me raconter ici, mais vous avez une idée. Vous avez une idée. J'ai failli être tué au Ghana, à Monrovia, au Libéria. J'ai échappé de peu à des mercenaires envoyés par le Gabon. Ils savent de quoi je parle. Donc, chacun doit comprendre que le Gabon mérite qu'on mette sa vie en danger. Non pas parce qu'on est contre X ou contre Y, mais parce qu'on veut que le sort des générations futures soit meilleur que la vie que nous avons vécue depuis que nous sommes nés au Gabon. Et nous devons nous battre comme le Burkina Faso pour la terre, pour la mémoire et pour l'identité. Et ceux qui sont à la tête du Gabon aujourd'hui ne sont pas capables de le faire. Voilà pourquoi ils doivent partir. Et tout doit être fait pour qu'ils partent. Ce n'est pas une question de gloire personnelle ou de dire « je veux être président, c'est moi ». Non, ce qui se passe au Gabon n'est pas bon. Il faut arrêter ça. En guise de conclusion maintenant, puisque j'ai été exceptionnellement long aujourd'hui,
J'ai d'ailleurs porté le noir du deuil et le rouge du carton rouge et du sang de Jésus pour dire que le noir, c'est la vie. Le noir, c'est la vie. Et le rouge, c'est la vie aussi. C'est le sang et la terre. La terre et la mémoire. Donc, je vous dirais que aujourd'hui, ne cherchez plus de leader, ne faites plus de culte de la personnalité, c'est ce qui tue les Gabonais. Nous devons prendre conscience que le peuple a la force, la jeunesse a la force. Si la jeunesse arrête de porter des Jordanes, de boire de la cocaïne, de se distraire dans des bêtises sur les réseaux sociaux, si nous nous levons pour aller vers des aspirations fondamentales, c'est-à-dire la grandeur de notre pays, les ennemis de l'intérieur ne nous auront pas. Ils sont trop nombreux. Ils ont tout. Tout le secteur économique leur appartient. Ils sont même maintenant dans le secteur politique. Ils sont partout. Nous devons les combattre et les maîtriser. Et nous devons nous préparer aussi à la guerre. Si un jour la Guinée équatoriale nous attaque, parce que finalement Oligui Nguema va changer d'avis, il ne va pas vouloir donner les îles, mais il faut que nous soyons capables de faire la guerre. Parce que la guerre, ça fait partie de la vie aussi. La guerre, ça fait partie de la vie. Si tu ne peux pas te défendre pour toi-même, mais défends au moins les plus faibles. Parce que c'est un crime de ne pas défendre les plus faibles. Si tu as envie d'être martyr, c'est ton problème. Mais tu as le devoir de défendre des innocents, même pas la guerre. Ça, c'est ce qu'on appelle la légitime défense. La guerre juste, c'est la légitime défense. La Guinée équatoriale veut nous faire la guerre. Ne vous faites aucune illusion, ils nous prennent pour des idiots et des imbéciles. Ils ont infiltré leurs gens partout et ils pensent qu'ils peuvent prendre le Gabon comme un jeu. Et ce n'est pas les seuls. J'appelle le peuple gabonais à réagir. J'appelle la jeunesse à réagir. J'appelle ceux qui restent de sages au Gabon à réagir. J'appelle les femmes qui sont nombreuses à réagir. J'appelle les croyants qui ne vivent pas sous le contrôle de gourous, de sectes, qui vous imposent des dogmes et vous empêchent d'être des connaisseurs. Il faut réagir. J'appelle tous les membres des réalités traditionnelles à rompre avec le mal et à protéger le Gabon. C'est pas tout de danser avec des torches indigènes, de boire de l'iboga du matin au soir. Il faut protéger le Gabon. Parce que le Gabon est la clé et le pivot de l'Afrique centrale. Ce n'est pas le plus grand pays. Le plus grand pays est la RDC, mais le Gabon est historiquement le Haut-Congo et la Guinée équatoriale fait partie du Haut-Congo. Voilà pourquoi nous pouvons revendiquer ce pays comme la 10e province du Gabon si on nous embête. Parce que le Bas-Congo, on le connaît historiquement, c'est la RDC. Le Moyen-Congo, on le connaît, Congo-Brazzaville. Le Haut-Congo, on ne le dit pas assez, c'est le Gabon. Et puis il y a le Congo historique qui est l'Angola. On n'a jamais parlé de Guinée équatoriale ou du Gabon. Donc, nous devons nous préparer à nous défendre. Et je pèse mes mots. Si vous acceptez la manipulation du pouvoir, c'est comme un père ou une mère qui laisse entrer les bandits dans la maison et qui dit « Prenez tout cadeau, j'ai peur, prends tout cadeau. Rentre dans la maison, viole mes enfants, tue-les, prends-les, mange la nourriture, bois le vin, prends les draps, amène même le frigidaire, la télévision, c'est pas grave, Dieu est grand et tu vas chanter comme Marie-Madeleine Bourranto devant les évêques catholiques, oh mon Jésus, mon doux Jésus, mais tu as été violé, tu as été volé, tu as été pillé, tu as été humilié et c'est fini pour toi. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus de chambre, tu n'as plus rien, tu es souillé dans ton propre domicile. J'ai été très heureux d'avoir ce long entretien avec vous aujourd'hui. J'espère qu'il participera à un début de prise de conscience que dans ce monde, il faut avoir le rapport de force favorable. Il ne faut pas aller traiter de tes affaires chez les étrangers.
il faut te faire respecter. C'est pour ça que, historiquement, il y a deux symboles de l'autorité au Gabon qu'on a oubliés. Il y a le chasse-mouche et il y a le bâton. Deux symboles que je rappellerai. Ce n'est pas les bêtises que mon ami Junior Ndondon fait là-bas, fait à Oligui. Tout ça, c'est du mensonge. Les symboles du Gabon ne sont pas la lance ou la griffe de la panthère. Les vrais symboles du pouvoir et de l'autorité gabonaise, toutes provinces confondues, sont le chasse-mouche que vous trouvez dans le psaume 23 qu'on appelle la houlette. Quand les pharaons tournent ça comme ça chasse les mouches. Donc ça veut dire que ça chasse les sorciers, ça chasse l'ennemi intérieur et l'ennemi extérieur. C'est le chasse-mouche. Parce que les mouches, c'est la mort. C'est les bandits. On les chasse. Les mouches, c'est ce qu'on appelle les bandits. C'est pas vos bandits que vous racontez, je ne sais pas quoi. Bah, bandits, c'est ça, les mouches. Ça représente les entités. On les chasse avec le chasse-mouche. Ensuite, on a le bâton. Le bâton, c'est le sceptre de fer, le sceptre royal. C'est l'autorité, la virilité d'un homme qui est suffisamment homme et qui est capable non seulement de défendre sa communauté, son pays, mais en plus, avec ce bâton, il guide les vaches ou les moutons ou les brebis. Donc, c'est pourquoi les vikings, ou les pharaons, pardon, pas les vikings qui sont des vrais sorciers, les vrais démons, les pharaons avaient les deux objets croisés comme ça. D'un côté, le bâton de l'autorité pour rattraper et protéger, et il y a le chasse-mouche pour éloigner les ennemis intérieurs et les ennemis extérieurs. J'appelle donc à la fin du pouvoir d'Oligui Nguema, non pas parce que nous sommes contre lui, mais parce qu'il n'est pas capable de gérer le Gabon. J'appelle aussi à la conversion des Gabonais qui sont allés vendre leur dignité dans le vote du 12 et le 12, et ils ont emmené le Gabon sur des chemins qui ne mèneront nulle part. Toutes les 9 provinces doivent s'unir et doivent s'aimer pour défendre le seul pays que nous avons, le seul vrai pays que nous avons. La diaspora et la jeunesse gabonaise doivent comprendre que ce sont là les deux réalités qui vont sauver le pays, et chacune doit prendre ses responsabilités. Je vous remercie pour votre attention. Que Dieu bénisse le Gabon, que Dieu sauve le Gabon et que Dieu disperse les ennemis et que tous les comploteurs soient exposés dans cet âge d'or. Bienvenue dans l'âge d'or du monde et du Gabon d'après. Gloire au Gabon d'après. Je vous remercie.